OK, on va parler maintenant des gens qui se caractérisent souvent par une faible estime de soi. Et donc, souvent, il y a des gens au questionnaire de Rosenberg que je vous ai fait compléter, dans le fond, d'une certaine façon, même si l'estime de soi fluctue de situation en situation, on peut avoir un certain niveau d'estime de soi élevé de façon générale ou faible de façon générale. Il y a des gens qui se caractérisent par une faible estime de soi, et donc ces gens-là sont constamment dans cette espèce de signal-là, subjectif, que leur valeur relationnelle est à risque. Ce qui est quand même quelque chose d'assez troublant. Okay? Et évidemment, la force du signal va être importante afin de permettre à l'individu de réparer ses liens sociaux. Donc, si on est caractérisé par une très faible estime de soi, on est constamment dans une espèce d'état de fort signal, si vous voulez. Okay? Donc, constamment dans des affects négatifs de honte, d'incompétence, d'inadéquation, ce genre de choses-là qui, en principe, nous aident habituellement à rétablir nos liens sociaux. Mais chez certaines personnes, on est incapable justement de réparer ces liens-là, où il y a une certaine incapacité de faire taire ce signal-là. Pour certaines personnes, c'est réel. Ils ont réellement vécu des rejets importants de la part de parents, par exemple. Donc, ce sont des choses qui marquent à vie d'une certaine façon. Il y a évidemment des moyens de s'en sortir, de faire taire justement à un moment donné ce signal-là. Mais si on était rejeté, par exemple, par nos parents, ça met à risque, en maudit notre valeur relationnelle. Et c'est bien évident que par après, ce soit difficile de combler ces liens sociaux-là aussi importants que nos parents, dans le fond. C'est un petit peu, ce signal-là, c'est un petit peu aussi comme un système d'alarme de voiture. Il y a des gens, parfois, qui ont une valeur relationnelle réelle suffisante, si vous voulez, mais ils vont percevoir que leur valeur relationnelle est plutôt faible. Donc, il y a également un aspect de perception qui entre en jeu dans ça. Donc, pour certaines personnes, la valeur relationnelle peut être réellement faible, si vous voulez, mais pour beaucoup de gens, les gens vont percevoir que leur valeur relationnelle est faible, alors que dans les faits, ils ne le sont pas réellement. Et souvent, par exemple, si on a été rejeté dans notre vie de façon importante, bien souvent notre situation a changé. Aujourd'hui, les gens nous trouvent bien sympathiques, bien gentils, mais on pense encore que ces gens-là nous rejettent, alors que dans les faits, bien, ces gens-là nous trouvent bien amicales, et ainsi de suite. Donc, il y a aussi cet effet-là. Donc, je parlais du système d'alarme de voiture, bien, c'est un petit peu ça, c'est un système d'alarme qui part, mais qui ne part pas nécessairement parce qu'il y a un voleur. Donc, le système d'alarme qui ne part pas nécessairement parce que notre valeur relationnelle est réellement à risque. Parfois, on passe à côté d'une voiture, on n'est pas un voleur, puis le système d'alarme de la voiture part. Essentiellement, c'est une détection qui est trop sensible, si vous voulez. Donc, c'est la même chose avec l'estime de soi. Il y a certaines personnes qui ont une détection de rejet plus sensible que d'autres, et donc, qui vont percevoir que leur valeur relationnelle est à risque, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Il y avait une question? Comment vous définissez valeur relationnelle? Valeur relationnelle, c'est vraiment à quel point tu te sens inclus, connecté avec les autres, versus rejeté. Excluse. Alors, je vous présente une étude ici où est-ce qu'on va manipuler le rejet pour voir son effet sur l'estime de soi. Donc, on demande à des participants d'écrire un essai, donc de rédiger un texte, sur ce que ça veut dire d'être moi. Okay, donc, j'écris qu'est-ce que ça veut dire d'être moi. Moi, je suis telle personne, je fais telle chose. Okay? Puis, le genre de personne que j'aimerais le plus être. Donc, essentiellement, j'écris sur ma personne, sur ce que je suis. Et là, il y a, en même temps que je fais l'expérimentation, si vous voulez, il y a d'autres participants. Il y en a deux autres qui vont choisir
qui vont faire la même chose et qui vont lire les réponses des autres. Donc, moi, ma réponse va être lue par les deux autres participants, et moi, je vais lire la réponse des deux autres participants. Et je veux indiquer deux personnes avec qui j'aimerais travailler. Excusez-moi, j'ai dit deux... ils sont en groupe de quatre, excusez-moi. Okay? Donc, je vais indiquer deux personnes avec qui j'aimerais travailler. Et là, les participants vont être assignés par la suite à travailler soit en équipe ou seuls. Et cette assignation-là va se faire sur la base du choix des autres ou au hasard. Donc, essentiellement, sur la base du choix des autres, ça veut dire que les autres lisent le genre de personne que je suis, puis ce que j'aimerais le plus être comme personne. Et là, sur cette base-là, ils vont faire « Oh non, lui, je ne veux pas travailler avec. » OK? Donc, essentiellement, ils vont me rejeter. Versus, dans une autre condition où au hasard, on va me dire, écoute, tu as été assigné à travailler avec telle et telle personne. C'est au hasard, on a tiré le nom de chaque des personnes qui allaient travailler ensemble. Okay? Ou tu étais assigné à travailler seul au hasard. Et donc, tu n'es pas rejeté dans la condition au hasard, tu te dis c'est le hasard. Ce pas les autres qui ont décidé que ta candidature n'était pas aussi intéressante que celle des autres. Et immédiatement après, on demande aux gens comment vous vous sentez par rapport à vous-même. Okay? Donc, essentiellement, si vous voyez, c'est une manipulation que dans bien ordinaire, on fait comme si ça n'avait aucun effet sur le participant. Hein? On ne dit pas « Ah, tu as été rejeté » ou on dit juste « Ah, telle et telle personne, ils ont choisi de travailler en équipe, donc toi, tu vas travailler seul parce que personne ne t'a choisi. » OK? C'est tout. Il faut juste dire ça. Et on ne voit même jamais les autres participants. Hein? Tout ce que, dans le fond, ils n'existent pas, ces autres participants-là. Hein? Et tout ce que les participants voient, c'est ce que les autres auraient réellement écrit par rapport à eux-mêmes. Chaque participant lit les essais des autres. Qu'est-ce qui arrive au niveau de l'estime de soi? Lorsqu'on est inclus, bien, que ce soit sur la base du choix des autres, les autres m'ont choisi pour travailler avec eux, hein, ou j'ai été assigné à travailler avec telle ou telle personne, hein, sur la base du hasard, ça n'a pas d'impact, pas de différence significative ici entre les deux groupes. Hein, les gens apportent quand même une bonne estime d'eux-mêmes. Lorsque je suis exclu, si c'est par hasard, hein, l'expérimentateur a tiré une condition pour moi et c'était le fait de travailler seul, ça n'a pas d'impact sur mon estime de moi. Puis lorsque je suis exclu par les autres ont décidé de travailler ensemble parce qu'ils ont trouvé mon essai moins intéressant que celui des autres. Donc, je me suis senti rejeté et immédiatement après, on voit l'impact sur l'estime de soi des gens, beaucoup plus faible que dans les trois autres groupes. Et souvent, on va faire quelque chose pour, justement, on va être motivé à réparer cette estime de soi-là diminuée. Donc, quand on demande aux gens à quel point ils apprécient les autres, immédiatement après la manipulation, donc en principe sur la simple base des rapports, des essais, les gens inclus, soit sur le choix des autres ou par hasard, vont dire oui, les autres avaient l'air bien intéressants. Ceux qui sont exclus par hasard vont dire oui, les autres avaient l'air bien intéressants, mais ceux qui sont exclus sur le choix des autres, sur la base du choix des autres, vont dire dans le fond, là, il était proche. Hein, dans le fond, il n'était pas très intéressant. Ils ne m'ont pas choisi parce que c'est eux qui ne sont pas intéressants. Eux, ils s'intéressaient au bowling, tout ça, puis des activités niaiseuses. Alors, voyez-vous, donc on se défend ici en rejetant les gens qui nous ont rejetés, en évitant ces gens-là, par exemple, ou en se disant qu'ils n'en valent pas la peine. Donc, c'est une façon ici de réparer cette diminution d'estime de soi. Okay, j'aimerais faire une expérimentation avec vous autres. J'aurais besoin de 3 volontaires, OK? Non, vous allez voir, il n'y a rien de grave. OK, 3 volontaires. Venez en avant, ceux qui veulent faire. OK, vite, une personne, 2 autres. OK, parfait. OK. 3 gars, ça marche-tu? OK, On est 3 gars, ça se fait. Ouais, c'est correct. C'est là les gars qui sont willing. Ça doit être des évolutionnistes. Venez là-bas, exemple, Kevin, viens ici, ici. OK.
Ici. OK. Fait que là, regardez ça. On va se lancer une balle, OK? Ah, je sais, ça n'a pas de classe, j'avais juste une roulette de tape électrique. OK, attends, on va se mettre comme ça en rond. Parfait. OK, comme ça. Puis là, on va se lancer la balle, OK? Vous êtes prêts? On se lance la balle, comme ça. On a du plaisir. Yeah. C'est le fun quand même. J'aime ça, les gars, lancer la balle comme ça. Ah, je trouve que tu lances bien. Ouais. Oh, c'est bon, j'aime ça, tiens. Non. C'est bon, super, excellent. Ouais, c'est ça, lancer la balle avec. Donc, merci, on l'exclut. On va l'applaudir pour rehausser sur le. Comment tu t'es senti pendant? Rejeté. Ah, c'est bon, hey, ça marche. Hein? Parfait, bien, merci beaucoup, merci à vous trois. Alors, on fait ça, hein, on fait ce genre d'expérience-là en laboratoire. On fait venir des gens, puis on va vraiment faire ce jeu-là, puis à un moment donné, il y en a un qui va être exclu. OK? On peut même le faire, et ça veut dire c'est niaiseux, il y a juste quelqu'un qui lance plus la balle à un moment donné, puis tu ne comprends pas trop pourquoi. Ah, mais, on peut le faire également comme ça par Internet. Je vous montre un exemple. Donc, on fait venir des gens en laboratoire, par exemple, et là, on leur dit « Ah, il y a d'autres gens dans d'autres locaux qui vont faire la même tâche que toi. Donc, attention, on te connecte aux autres joueurs. Ça va commencer bientôt. Et là, tu peux envoyer la balle. Tu vois, les gens se lancent une balle et tu peux envoyer la balle aux autres en cliquant sur eux. Tu sais, là, il y a même Michel qui dit « Hey ». Pareil, il m'envoie la balle, c'est parfait, je vais l'envoyer à Steve. Tiens, je clique sur Steve. Oh, Steve me l'envoie, je la renvoie à Michel. Et là, je vais dire Hey! Et là, tu vois, à un moment donné, Steve et Michel, ils vont s'aimer beaucoup. Et ils vont arrêter de m'envoyer essentiellement la balle. Donc, vous voyez, ça se passe simplement en laboratoire, hein, et c'est suffisant pour induire un rejet. Donc, on peut le faire live, comme on a fait tantôt. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Les autres, la petite gang de chicken. Mais, essentiellement, vous voyez, on peut faire ça comme ça. C'est très simple et c'est extrêmement puissant comme rejet, mais en même temps, hein, c'est pas un rejet non plus. On commence pas à insulter les gens, des choses comme ça, ce qu'on pourrait pas faire éthiquement. Donc, ça, c'est une façon éthique de rejeter des gens en laboratoire et d'observer les effets de ça. Vous voyez, donc, essentiellement, Steve et Michel, ils continuent de se lancer la balle, ils ne me lanceront plus. Donc, c'est assez bizarre parce que comme participant, je fais, voyons, pourquoi qu'ils ne me lancent plus? Si tu fais, je lance mal, tu sais. Mais c'est un jeu d'ordinateur, tu sais, mais à un moment donné, ils ne veulent plus me lancer. Fait qu'il y a quelque chose qui fait qu'ils ne veulent plus me lancer. Alors, essentiellement, les gens se sentent relativement rejetés suite à ça. Hein, quand on fait faire cette expérience-là à des gens, et immédiatement après, on leur dit « OK, parfait, merci d'avoir participé à cette première expérience-là. On en a une deuxième. Ici, c'est une expérience sur le goût. On aimerait ça que tu goûtes à différents aliments, notamment ici des biscuits. Prends-en autant que tu veux. Pour vraiment être sûr de bien goûter aux biscuits puis être capable de bien noter tes préférences. Okay? Et immédiatement après, ben, ceux qui sont inclus versus ceux qui viennent d'être rejetés à un jeu comme Cyberball vont manger beaucoup plus de biscuits que les gens qui ont été inclus, c'est-à-dire à ce moment-là, dans la condition inclue, les gens se lancent le ballon normalement sans être exclus. Ou ici, comme on l'a fait en avant, les gens se lancent la balle ou la roulette de tape électrique, ça n'a pas de budget, normalement. Et même 45 minutes après, donc les gens font d'autres exercices après ça en laboratoire qui n'ont rien à voir avec l'exclusion. Puis là, on leur redemande de faire une tâche de goût, donc de goûter à différents aliments.
Chez les gens qui sont des anxieux sociaux, qui ont des traits plus prononcés sur des inventaires d'anxiété sociale, eh bien, l'effet est encore présent. 45 minutes après ce petit rejet-là, quand même, disons-le, les gens vont consommer encore plus de biscuits. Alors, vous voyez ici, ça montre que le rejet a un impact chez tout le monde, un impact ici qui va aller à la diminution d'estime de soi, à dire que les autres, pour s'en protéger, ne sont pas si intéressants, ou ici, du binge eating, on pourrait dire, le fait de consommer de la nourriture en compensation. Donc, ça amène à toutes sortes de comportements chez tout le monde, mais chez certaines personnes, ça va mener à encore plus, l'effet du rejet va être encore plus important chez certaines personnes. Donc, il y a aussi des différences individuelles. Une autre étude qui porte sur les différences individuelles, on va mesurer l'estime de soi que les gens rapportent en général et on va mettre certaines électrodes sur les gens dans leur visage, notamment ici, juste au niveau de la paupière, pour aller mesurer la vitesse de clignement des yeux. Cette vitesse-là de clignement, c'est une vitesse une vitesse défensive, si vous voulez, quand il y a un objet qui arrive à vous fermer les yeux, si vous vous défendez de cet objet-là, par exemple, qui arrive, mais on remarque que même au niveau psychologique, ce mouvement-là est un mouvement défensif également. Okay? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on présente des photos comme ça à des gens de rejet, et à un moment donné, vous voyez le clignement que vous avez fait? C'est ça. Okay? Donc, vous êtes protégé psychologiquement ici d'un bruit. Donc, on présente comme ça des bruits aléatoirement avec des bruits blancs comme ça qui apparaissent à un certain moment et on mesure la vitesse de clignement à partir de l'apparition du son. Donc, et on compare ça avec des photos neutres. On a un bruit en même temps. Le bruit en même temps. Donc, est-ce que vous allez cligner plus rapidement lorsque vous entendez un bruit, un son comme ça désagréable quand c'est une photo de rejet versus juste une photo négative ici, neutre, là, mais négative ici, pas de rejet? Ce qu'on trouve, c'est que les gens qui ont une faible estime de soi vont avoir une vitesse, une amplitude de clignement, si vous voulez, plus importante aux photos de rejet, mais pas aux photos négatives. Et donc plus importante que les gens qui ont une estime de soi plus élevée. Alors, voyez-vous ici une différence individuelle? Lorsqu'on a une faible estime de soi, on va se protéger plus fortement et plus rapidement du rejet. On va se défendre plus rapidement du rejet, ici mesuré par l'amplitude du mouvement d'une paupière. On va se protéger plus rapidement du rejet lorsqu'on a une faible estime de soi que lorsqu'on en a une élevée. Le prénom des gens. Il y a des gens qui ont des prénoms qui sont très jolis, puis il y en a d'autres qui ont des prénoms bizarres, moins beaux, tu sais. Et souvent, même les prénoms, c'est, on en parlait au début, c'est un aspect sur lequel les enfants vont se faire niaiser, des fois, où les gens vont faire des surnoms à leur nom, des choses comme ça. Il y a une étude qui a porté là-dessus sur les prénoms, et qui a regardé tout simplement la popularité des prénoms. Okay? Donc, la popularité des prénoms, évidemment, à l'époque où la personne est née. Okay? Comme si vous avez des enfants, donc à cette époque-ci, les noms populaires présentement chez les filles, c'est Léa et Emma. C'est les noms les plus fréquents en ce moment. Chez les garçons, c'est William et puis Samuel, Alexis, c'est très fréquent. Nathan, ouais, c'est ça, Nathan, ça c'est... Je comprends pas, là, mais... Moi, dans mon temps, si tu t'appelais Nathan, tu faisais sacré une volée, mais en tout cas... Aujourd'hui, c'est bien populaire. Donc, vous voyez, on regarde la popularité des prénoms à l'époque où les gens sont nés. Donc, évidemment, si ton prénom est vraiment pas populaire, c'est un prénom moins intéressant, OK? Et dans cette étude-là, ce qu'ils vont se rendre compte, c'est qu'ils vont utiliser une base de données de sites de rencontres
où est-ce que les gens ont accès tout simplement au prénom de la personne d'abord, et puis l'âge. Okay? Donc, c'est tout ce que les gens ont accès pour... Et là, ils peuvent cliquer après pour voir plus de détails. Donc, ce qu'on regarde, c'est tout simplement le nombre de clics. Donc, les gens dont les prénoms sont parmi les moins attirants, sont plus rejetés dans les sites de rencontres. Okay? Donc, les gens vont cliquer moins fréquemment sur leur nom quand c'est un nom moins attirant à leur époque. Okay? Ils rapportent également une plus faible estime de soi, ces gens-là, et fument plus et ont un niveau d'éducation moins élevé. Okay? Donc ici, cette étude-là, ce qu'elle veut démontrer, c'est que les gens qui ont des prénoms moins populaires, ça semble avoir un impact tout au courant de leur vie, qui pourrait avoir une influence notamment sur leur niveau d'estime de soi, mais aussi sur des moyens compensatoires comme le fait de fumer, et puis l'atteinte de leur but, donc ici, d'avoir un niveau d'éducation plus faible. Donc, ce sont des corrélations, évidemment, ici, mais sur la base simplement de la popularité des prénoms. C'est quand même intéressant de voir ça. Donc, évidemment, ce sont des études qui ont été faites en Allemagne. Et donc, en Allemagne, Kevin, c'est dégueulasse. Tandis qu'Alexander, c'est vraiment cool. Alors, vous voyez que... Puis en Suède, Chantal, c'est horrible. Donc, ça dépend des pays aussi. Est-ce qu'il y a des avantages? Depuis tantôt, on parle d'une faible estime de soi ou se sentir rejeté. On dirait que ça mène à des conséquences négatives. Il y a aussi des avantages à ça. Mais tantôt, on a dit que ça devrait motiver les gens à recréer des liens sociaux, mais des liens sociaux essentiellement pas n'importe lesquels. On ne va pas se payer un ami. C'est pas un vrai ami. Ça ne remplit pas une vraie valeur relationnelle. On en parlait aussi tantôt de l'importance d'une vraie valeur relationnelle. Donc, si tu veux recréer des liens sociaux, il faut aussi que tu trouves la bonne personne pour recréer des liens sociaux. Donc, ici, c'est une étude où est-ce qu'on va essentiellement rejeter les gens, donc avec une technique comme Cyberball, comme je vous ai montré, puis on va leur demander de regarder différents visages qui font des sourires, puis on va leur demander d'essayer de détecter les vrais des faux sourires. Donc, essentiellement, si quelqu'un te fait un vrai sourire, ça devrait être parce que il veut vraiment entrer en interaction avec toi. Tandis que s'il fait un faux sourire, à ce moment-là, c'est comme plus faux peut-être. À ce moment-là, il n'est pas vraiment intéressé par toi. Je vais juste être obligé de... Ça a l'air que mon flash est out of date. Donc, si vous n'êtes pas intéressé si vous trouvez quelqu'un qui vous fait un faux sourire, dans le fond, c'est quelqu'un qui est peut-être qui vous sourit juste poliment, qui n'est peut-être pas vraiment intéressé à entrer en relation avec vous ou créer un lien social avec vous. Donc, en principe, ça devrait être quelqu'un qui vous devriez peut-être laisser tomber, pas essayer d'entrer plus en contact avec lui. Si par contre, quelqu'un vous fait un vrai sourire, parce qu'il y a moyen de détecter les vrais des faux sourires sur la base des expressions faciales qui sont correctes ou incorrectes. Donc, il y a certains sourires, notamment les sourires de Duchenne qu'on appelle, qui sont des vrais sourires. Eh bien, ce sont ces sourires-là ici que je vais vous montrer. Donc, essayez de détecter si celui-là, c'est un vrai ou un faux. OK. Donc, évidemment, ce sont des comédiens qui font le sourire avec les expressions faciales nécessaires. Donc, ils arrêtent, là, à un moment donné, de sourire. Donc, c'est d'essayer de détecter est-ce que c'est un vrai ou un faux. Je vais vous en montrer un autre. Mais c'est pas nécessairement évident, tu sais. Ah, fake.
Puis, ok, je vais en mettre un dernier. Lui est plus surprenant. Donc, vous avez les réponses ici, si vous avez été capable ou pas de détecter les vrais des faux sourires. Vous voyez, c'est pas nécessairement facile, mais essentiellement, ce que cette étude-là démontre, c'est que si vous venez tout juste d'être exclu par une technique comme Cyberball, le ballon que je vous ai montré tantôt, bien, vous allez être meilleur à détecter les vrais des faux sourires que si vous avez joué à Cyberball, vous avez été inclus, ou tout simplement dans une condition de contrôle où est-ce que la notion d'acceptation ou de rejet n'était pas présente, donc vous n'avez juste pas fait l'activité de Cyberball. Donc, il n'y a pas vraiment de différence, mais ceux qui sont exclus vont être meilleurs immédiatement après à détecter les vrais des faux sourires. Donc ici, ça montre un petit peu l'utilité aussi de cette diminution d'estime de soi-là, mais aussi de la motivation qui est mise en place. De créer, recréer, réparer ces liens sociaux. Bien, ici, on voit qu'il y a même une motivation fine qui est mise en place, à savoir recréer des relations, mais des vraies relations, avec peut-être seulement des gens qui nous souriraient réellement. OK, maintenant, on va parler du modèle multimotif du rejet. On va passer quand même un certain temps sur ce modèle-là pour essayer de bien comprendre. Il n'est pas complexe, mais il y a beaucoup d'embranchements. OK? Donc, on va essayer de prendre le temps pour bien comprendre ça. Essentiellement, on a vu que le rejet menait des émotions négatives à une diminution de l'estime de soi. On a vu ça depuis le début. Essentiellement, le rejet a cet effet-là chez tout le monde. Même les gens qui disent « Ah, moi, je ne suis pas affecté par le rejet », bien, on leur demande « Tu es affecté par le rejet ?» Il y a des gens qui disent « Non, non, non », d'autres qui disent « Ah, oui, oui, vraiment beaucoup ». Peu importe que tu dises « Non, 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 je suis pas affecté » ou « Oui, 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 je suis bien affecté », les gens vivent le même genre de diminution d'estime de soi suite à un rejet. Donc, c'est assez, si vous voulez, universel, cet effet-là du rejet. Mais les situations de rejet, vous en avez décrites certaines dans vos souvenirs. Il y a toutes sortes de situations, mais il y a surtout toutes sortes de caractéristiques à ces situations-là. Puis une même situation, pour une personne, peut avoir certaines caractéristiques, puis pour une autre, ça va être d'autres caractéristiques. Un genre de caractéristiques dont je parle, par exemple, c'est qu'un rejet, on peut percevoir que ce rejet-là est caractérisé par un coût élevé. Donc, il y a quelque chose d'important qui est perdu de par ce rejet-là. Par exemple, un rejet par des amis au secondaire, par un ami peut-être au secondaire, mais qui entraînerait le rejet de tout le groupe d'amis. Ça serait quand même un rejet assez important à ce moment-là. Ou se faire rejeter par un partenaire amoureux avec qui on est avec depuis longtemps. Il y a tout un investissement associé à ça. Et donc, ça, c'est un rejet avec un coût élevé. Quand même beaucoup plus élevé que peut-être quelqu'un qu'on connaît depuis 6 mois. T'sais. Une autre caractéristique d'un rejet, c'est que dans le rejet, est-ce qu'il y a possibilité de relations alternatives? Des fois, on peut se faire rejeter, mais on se dit, dans le fond, cet ami-là, il me rejette, il ne veut plus rien faire avec moi. Dans le fond, je ne le trouve pas si intéressant que ça, puis j'ai tel autre ami qui sont bien plus intéressants, bien plus fun. Je pourrais laisser tomber cette relation-là, dans le fond, puis ça ne me nuirait pas. Là, t'sais. Donc, on voit ici, il y a une possibilité de relation alternative dans mon exemple. Dans d'autres exemples, il n'y en a pas. Donc, là, ça va caractériser. Les gens vont réagir au rejet de façon différente, à savoir s'ils perçoivent qu'il y a une possibilité de relation alternative ou pas. Est-ce qu'il y a possibilité de réparer la relation? Donc, est-ce que je vois j'ai fait quelque chose, je suis rejeté pour ça. Est-ce que je vois possibilité de réparer cette relation-là? Je me suis chicané avec quelqu'un, on ne se parle plus. Donc, est-ce qu'il y a possibilité de réparer ça? Donc, si oui, ça va m'amener évidemment à certains comportements. Si je dis non, il n'y a vraiment aucun retour là-dessus, bien, ça va m'amener à faire d'autres comportements. On va voir ces comportements-là dans un instant, évidemment. Bon, est-ce que je perçois que ma relation est de valeur élevée? Bien, évidemment, ça aussi, ça va changer. Si je suis rejeté par un très, très bon ami versus si quelqu'un me traite d'épais dans le métro, c'est pas vraiment la même valeur relationnelle. Donc, évidemment, ça va mener à des comportements distincts. Si je perçois que ce rejet-là est chronique,
Ah, versus ça arrive, ça arrive une fois comme ça. Mais par exemple de rejet chronique, justement des adolescents qui se font intimider au secondaire, mais à chaque jour. Ah, c'est chronique ça. Et finalement, est-ce que je perçois qu'il y a une injustice dans le rejet? Bien, si oui, ça va mener à d'autres attitudes. Par exemple, quelqu'un pourrait percevoir qu'il est rejeté pour un emploi à cause de son ethnicité. Il pourrait dire, bien, ça c'est injuste à cause de ça, il y a une injustice, je ne suis pas rejeté à cause de mes compétences. Donc, évidemment, ce genre de rejet-là, où est-ce qu'il y a une injustice perçue, va mener à des comportements différents. Essentiellement, il y a 3 grands types de comportements que les gens peuvent avoir suite à un rejet. D'abord, une réponse prosociale, ou un retrait, un évitement finalement de la personne ou des personnes en question, et finalement des réponses antisociales, donc être agressif, frapper l'autre, quelque chose comme ça, les réponses antisociales. Ces réponses-là vont, on ne voit pas grand-chose, vont mener soit un sentiment d'acceptation restauré, donc vont restaurer mon sentiment d'acceptation. Si, par exemple, je fais une réponse prosociale qui me permet de recréer un lien avec la personne, bien, mon sentiment d'acceptation est restauré et j'ai à ce moment-là des conséquences mentales et physiques positives. Par contre, si mes actions ne portent pas fruit, bien, je vais rester avec un sentiment d'acceptation non restauré, donc je vais continuer à me sentir exclu, si vous voulez, avec les conséquences physiques et mentales négatives qui vont s'ensuivre. Donc, vous voyez ici comment ces actions-là peuvent également altérer la façon dont je vais me sentir inclus ou rejeté, même après un rejet, ou restaurer mon sentiment d'acceptation ou pas. Essentiellement, si je perçois que la relation a un coût élevé, bien, je vais être évidemment motivé à répondre de façon prosociale. Si je me chicane avec mon partenaire amoureux, bien, il y a des bonnes chances que j'essaye de faire quelque chose pour recréer un lien. T'sais. Donc, c'est ce qu'on appelle des réponses prosociales. Si il y a possibilité de relation alternative, je me dis, dans le fond, cette relation-là n'est pas si importante que ça, mais il va tout simplement avoir un évitement ou un retrait de notre relation avec cette personne-là. C'est une façon ici on ne répare pas la relation, on la laisse là, mais on la désinvestit dans le fond. Par l'évitement, on désinvestit là. Et évidemment, si j'ai des relations alternatives, je vais être moins porté à répondre de façon prosociale en essayant de réparer, par exemple, la relation, revenir sur notre discussion ou ce que j'ai fait qui a blessé l'autre avec la personne. Je vais juste me dire, dans le fond, c'est pas grave. J'ai d'autres relations plus importantes, plus intéressantes. Si j'ai la possibilité de réparer la relation, bien évidemment, je vais être plus porté à le faire. Par contre, s'il n'y a pas possibilité de réparer la relation, bien, je vais être davantage porté à désinvestir cette relation-là et à avoir des réponses antisociales. Souvent, on voit ça dans des couples qui se séparent, qui se divorcent. Il n'y a pas moyen de réparer la relation. Ils ont décidé de se divorcer. Et là, bien, ça commence. Ils se désinvestissent, ils s'évitent, évidemment, le plus possible. Et les réponses antisociales commencent. On s'insulte, on se fait des coups, on essaie d'avoir le plus d'argent dans la séparation, ainsi de suite. On implique les enfants là-dedans, c'est terrible. Donc, ça c'est des réponses antisociales. Et essentiellement, ces réponses antisociales-là, ben, on les retrouve lorsqu'il n'y a plus de possibilité de réparer la relation. Si je perçois qu'à ce rejet-là, ben, il y avait associé une relation de valeur élevée, bien, à ce moment-là, je vais être plus porté, évidemment, à répondre de façon prosociale. Si c'est le gars qui m'a juste traité d'épée dans le métro, ben, il va peut-être massacrer ou l'insulter. Tout est un gros câble. OK, donc, à ce moment-là, ça peut être plus porté là-dessus parce qu'on se dit, bien, la relation n'est pas importante du tout. On s'en fout, donc on est plus porté à ce moment-là à répondre de façon antisociale. Si je perçois que c'est chronique, ben, je vais être plus porté au retrait et à l'évitement. Parce qu'il n'y a comme rien à faire pour ça. Souvent même, vous allez voir des enfants qui vont
être intimidés à l'école. Au début, ils vont réagir agressivement un petit peu de façon antisociale. Finalement, ils voient que ça ne marche pas du tout. Donc, finalement, ce qu'ils vont faire, ils vont tout simplement s'isoler. En vous lire. Oui? Ouais, ce que je trouve, il y a quelque chose dans le tableau qui me dérange, c'est que c'est comme toutes des réponses logiques. Il me semble que les gens réagissent pas toujours selon la façon qu'ils devraient réagir. On a vu dans un tableau précédent qu'il y a des gens qui sont tout simplement évitants de nature. Même si la bonne réaction, ce serait d'aller vers le partenaire, aller le rechercher ou rétablir la relation, ils vont tout simplement éviter. De façon générale, quand même, si on retrouve certaines caractéristiques de ça, il peut avoir, mettons, si on prend un attaché évitant, mettons, pour ton exemple, ça serait peut-être ça, effectivement, la personne peut-être va être moins portée ici, s'il y a un coût élevé du rejet, va être moins portée à une réaction prosociale peut-être que certaines personnes, mais elle va quand même être portée pareil vers ça. Okay? Donc, il peut y avoir des différences individuelles, mais reste que lorsqu'on se retrouve dans une situation comme ça, la personne va être quand même portée à réagir de façon prosociale. Peut-être moins que d'autres individus, ça c'est certain, moins qu'un anxieux, c'est certain, mais elle va quand même être plus portée à faire ça que ça ou ça, okay? Malgré tout. Okay? Elle va faire des tentatives à son niveau, là. Elle va faire des tentatives de réponse prosociale. Et les évitants, il faut faire attention aussi, c'est pas les gens qui rejettent tout le monde autour d'eux tout le temps, ils essayent d'avoir des vraies relations pareilles, ils sont capables quand même un peu malgré tout, t'sais. Alors ils ne font pas juste éviter puis rejeter, t'sais. Ils vont quand même faire des choses pour prendre soin un peu de l'autre, mais évidemment beaucoup moins, puis c'est plus anxiogène, c'est plus angoissant de le faire, il ne faut pas le faire trop. Hein, pour eux, c'est surtout ça, hein. Comme on avait vu par rapport à l'étude sur l'infidélité, hein, je veux quand même être proche, mais à un moment donné, je suis en couple, là, je suis capable d'être en couple, mais à un moment donné, hop, c'est trop fort, hein, là, je vais me retirer, puis je vais peut-être avoir une relation extra-conjugale pour me sentir moins proche émotionnellement. On avait vu que ça pouvait être un mécanisme potentiel. Et finalement, ben, lorsqu'il y a une injustice perçue, ben, souvent, ça va mener les gens à des réponses antisociales, souvent. Oui? J'ai un petit peu de difficulté à distinguer